vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci à tous de nous retrouver dans ce numéro de décryptage de l'actualité politique en Côte d'Ivoire avec le docteur Boga Sako Gervais, président de la FIDOP et vice-président de la coalition Pro-Gbagbo EDS. Docteur Boga Sako, bonsoir. Oui, bonsoir cher ami Raoul de Ivoire TV. Je salue tous les téléspectateurs de cette chaîne et je salue mes compatriotes, de même que les panafricanistes qui nous suivent à travers le monde. Comme toujours, Raoul Raymond, c'est pareil, finalement, ça revient à la même personne. D'accord, mais je pense qu'on va entrer donc dans le vif de l'actualité. Elle est très brûlante en ce moment. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées donc depuis votre dernier passage sur Ivoire TV. On a eu les législatives notamment que vous avez appelées, avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord de façon personnelle, contrairement à la posture qu'avait adoptée votre coalition EDS, dont vous êtes vice-président, je le rappelle. Il y a eu également, entre-temps, malheureusement, le deuil qui a frappé la Côte d'Ivoire, celui de la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé donc le 10 mars dernier en Allemagne. Alors, tous ces éléments-là, nous allons donc les analyser dans les prochaines minutes pour en sortir justement les leçons les meilleures pour l'opinion publique ivoirienne. Alors, docteur Boga, quel bilan faites-vous donc des législatives qui se sont déroulées le 6 mars dernier en Côte d'Ivoire? Très bien. Alors, avant d'en arriver au bilan, il me paraît important de rappeler ce qui était donc la position de GRAD Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, qui est membre fondateur de EDS et avec laquelle structure avec laquelle j'occupe donc le rang de 5e vice-président chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme au sein de EDS. Mais également, c'était la même posture que la FIDOP. C'est pour cela que les deux structures que j'ai l'honneur et la chance de présider, tous les membres à travers tous les pays dans le monde, on s'était donc réunis et on a adopté la position. Notre position était toute simple. Hein. Il faut que je la rappelle pour que les gens comprennent très bien notre démarche. On avait dit que devant les décisions annoncées, parfois même individuellement, des structures politiques de l'opposition d'aller à ces législatives de façon unilatérale. Au départ, ce n'était même pas la décision de EDS d'abord. C'était d'abord même le FPI du président Gbagbo qui avait annoncé tout d'égo qu'il partait à ces législatives. Et finalement, donc, c'est devenu la position des grandes structures politiques. Nous avions dit que nous prenons acte. Parce que dès l'instant où nous sommes partenaires dans une coalition et que certains d'entre nous ont décidé d'y aller sans que nous n'ayons pris la peine de faire le bilan de la présidentielle, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il fallait corriger, et d'informer surtout les Ivoiriens, parce que ce sont les Ivoiriens qui ont honoré l'opposition, qui ont adoubé l'opposition, de sorte que le 31 octobre 2020, il y a eu 90% d'abstention à cette élection-là. C'est du jamais vu. Du coup, on a eu un président d'une troisième république qui n'avait que 10%, et ça, le monde entier l'a validé. Donc, pour moi, en tout cas pour nous, on ne pouvait pas sauter comme ça et puis tout de suite aller aux législatives. Mais comme nos amis disent qu'ils y allaient, on a pris acte. Toutefois, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous ne participions pas. Voici le rappel. Je pense qu'on est dans le contexte. Maintenant, l'élection a eu lieu le 6 mars 2021. Je dois avouer que quand j'ai vu les résultats, d'abord le taux de participation, la CEI de M. Ouattara, donc que dirige M. Cuilbert Koulibaly, nous dit que le taux de participation était de 37,88%. Et puis que l'opposition, dans sa totalité, a obtenu 91 sièges, quand le RHDP a eu près de 137, et puis 26 indépendants, je crois. Quand j'ai regardé cela, je dois avouer quand même que l'opposition s'en est tirée à bon compte. Parce que je voyais le pire.
je voyais une catastrophe. Parce que je me dis, à quelle élection allons-nous avec un dictateur qui a toutes les manettes, qui a la CEI en poche, qui lui seul connaît les listes électorales. Et même, je vous apprends rien, vous qui êtes journaliste, il y a monsieur le directeur exécutif du RHDP, donc monsieur Bictogo, c'est ça, non? Bictogo, absolument. Il a même dit qu'eux, ils partaient à cette élection avec une avance de 90 sièges, 90 députés. Donc ça veut dire que le jeu n'était même pas équitable. Le jeu était faussé d'office. C'est pour cela que pour moi, le fait d'y aller comme cela, tout d'égo, était une erreur. Donc 91 sièges, mais j'avoue qu'ils s'en sont tirés quand même à bon compte. Et j'ai été très regardant, en tout cas nous avons été très regardants sur deux localités, notamment Agboville et puis Yopougon. Et c'est surtout du côté de Yopougon qu'on a vu combien de fois l'opposition était à la merci du régime. N'eût été, j'allais dire, une petite sortie de l'opposition, entre des candidats de l'opposition à Yopougon, ben, le pouvoir allait s'arroger encore les sièges de Yopougon, comme ils se sont arrogés des sièges de Agboville. Parce que la stratégie, c'était quoi? Et je termine par là. La stratégie, c'était de faire un ballon d'essai avec ces résultats-là qui ont été annoncés par la direction de la décentralisation. Tout d'égo comme cela, le ministère de l'Intérieur sort des résultats qui, après, s'avéreront être pratiquement les mêmes que ceux de la CEI à quelques différences près. Hélas. Alors, quel impact justement est-ce que ces résultats peuvent avoir sur la configuration politique en Côte d'Ivoire? Donc, je vais parler maintenant de la configuration politique de l'après-législative. De mon point de quelque vue, chose peut changer justement pour l'opposition en termes de rapport de force entre les deux blocs. Et c'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est-à-dire que certains ont voulu aller à ces élections législatives. Très bien, ils y sont allés. Mais quel est le bénéfice de cette participation? En matière de bénéfice, en matière de retombées, il y a plus à perdre qu'à gagner. Il y a plus à perdre qu'à gagner parce que finalement, on gagne quoi? Vous savez, participer à une élection, c'est participer à un jeu démocratique. Or, celui qui est au pouvoir, il ne fait pas de la démocratie. C'est un dictateur. C'est lui qui décide. La preuve, il a voulu vous donner une 90aine de sièges, il vous donne ce qu'il veut. Et puis lui, il est le majoritaire. Et puis quand il va prendre en plus les indépendants, qui vont rapidement s'acheter là, il va agrandir son nombre. Et puis même quand vous n'êtes pas d'accord au sein du Parlement, mais il a le Sénat où il a déjà un tiers des membres qu'il nomme seul. Donc, en tout état de cause, non seulement il a la majorité au Parlement, ensuite il aura la majorité encore, sans doute écrasante, au Sénat, et puis pire, il a avec lui un arsenal qu'on appelle les ordonnances. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas la force nécessaire pour empêcher, pour entraver sa gouvernance tant qu'elle est dictatoriale. Par contre, là où nous perdons beaucoup, c'est qu'il ne faut pas oublier le contexte. C'est un troisième mandat illégal et illégitime. Donc, en participant à cette élection, en rentrant même dans son Parlement, mais vous avez automatiquement légitimé le troisième mandat anticonstitutionnel. Et la question que je me pose et que je pose aux Ivoiriens et à tous les observateurs, c'est de dire si les législatives étaient constitutionnelles, parce que prévues dans la Constitution, notamment en son article, je crois que c'est l'article 90 nouveau. Mais dès l'instant où ces législatives sont organisées par un pouvoir exécutif illégitime et illégal, dès l'instant où la CEI est contestable et contestée, dès l'instant où les listes électorales sont douteuses, dès l'instant où le découpage électoral n'est pas équitable, du coup, ces élections-là sont quasi illégales et même illégitimes. Et nous avons participé à ça, hélas. En tout cas, je n'en fais pas partie. D'accord, là, votre posture, je pense qu'elle est suffisamment claire. Alors, autre sujet qui agite l'actualité politique en Côte d'Ivoire de ces dernières semaines, on a parlé le mois dernier, en février, du retour annoncé de Laurent Gbagbo.
il se trouve que beaucoup de spéculations s'étaient faites autour de ce retour annoncé. Beaucoup estimaient que ce serait un nouveau fiasco, que ce serait un nouvel échec. Et finalement, le résultat, il est devant nous. Laurent Gbagbo ne rentrera pas d'ici-tôt en Côte d'Ivoire, en tout cas pas avant la fin du délibéré de la Cour pénale internationale, donc qui doit donc intervenir le 31 mars au plus tard. Quelle est votre lecture justement sur ce nouvel échec, alors que, une fois de plus, l'opposition, enfin le FPI, tendance pro-Gbagbo, s'était organisé, mobilisé pour mettre à exécution ce programme politique? Écoutez, mon cher Raymond, je dois vous dire, vous me connaissez. Moi, je ne sais pas donner dans la langue de bois. Non. Je dis ce que je pense. Le président Laurent Gbagbo, sans que nous ne soyons FPI, on a appris à le connaître. C'est un lutteur, c'est quelqu'un qui aime la démocratie et qui se bat. Quand le président Laurent Gbagbo sort dans l'interview qu'il accorde à votre consoeur, votre aînée, Mme Écoté de TV5, il dit clairement que si je veux rentrer dans mon pays, je peux rentrer. Mais c'est parce que je ne voudrais pas créer des troubles que je veux que ça se passe dans le cadre. Donc, quand on nous a annoncé à la veille des législatives que le président Laurent Gbagbo rentrerait à la mi-mars, je suis resté un peu sceptique. Je dois vous avouer, moi je suis très honnête avec vous, je vous dis ce que je pense. Je suis resté sceptique parce que j'ai vu qu'entre la sortie, ce qu'il avait annoncé dans cette interview, et ce qu'on annonce maintenant, ça fait deux choses. Alors je me suis dit, soit le président Laurent Gbagbo veut aller à l'affrontement, soit c'est une stratégie électoraliste. C'est ce que je me suis dit. Parce que si le président Laurent Gbagbo veut aller à l'affrontement, ça veut dire quoi? L'affrontement, ça veut dire qu'à Abidjan, M. Ouattara l'a déjà condamné à 20 ans. Donc, il doit savoir que s'il arrive, dès l'instant où il descend de l'avion, il faut que ses troupes soient mobilisées pour ne même pas que le régime d'Abidjan se hasarde à toucher un seul de ses cheveux. Donc, quand on a dit qu'il arrive à la mi-mars, il fallait s'apprêter à ce combat-là. Un combat que nous n'avons pas d'ailleurs mené lors des présidentielles dernières. Mais en même temps, je me dis, il y a aussi une contradiction. Parce que c'est le même Laurent Gbagbo qui a pris son téléphone et qui a appelé M. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, l'ex-premier ministre, pour lui dire de mettre balle à terre, de dialoguer. Donc, je me dis, entre cette démarche-là et puis l'annonce tout égaux de dire on rentre à la mi-mars, quel que soit Agva, j'étais un peu sceptique. Mais là, aujourd'hui, on a une bonne porte de sortie. C'est que deux grands événements se sont produits qui exigent, en tout cas qui imposent le report de ce retour. Mi-mars, dès l'instant où le président Laurent Gbagbo dit qu'il rentre à la mi-mars, la CPI est sortie pour dire fin mars, au plus tard le 31 mars, elle donne le verdict définitif. Le bon sens voudrait que l'on attende les 2 semaines pour être situé. Et puis autre chose, M. Ahmed Bakayoko, qui était le principal artisan des négociations de ce retour, décède. L'un dans l'autre, je pense que le report s'est imposé. Mais je vous ai partagé là les réflexions que je me faisais. Et comme je ne sais pas réfléchir tout bas, alors j'ai réfléchi tout haut. Alors, en tant que vice-président de EDS, est-ce que vous vous attendez, vous, Dr Boga Sako-Gervais, de façon personnelle, à un retour imminent de Laurent Gbagbo? Pour vous, Laurent Gbagbo, il rentre finalement quand? Non, je pense qu'au stade où nous sommes, en ce qui me concerne, comme vous avez dit personnellement, nous nous apprêtons à retourner à La Haye avec les amis de Paris. Nous nous apprêtons à retourner à La Haye pour qu'on achève en beauté ce qu'on a défendu pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai parcouru toutes les capitales européennes. J'ai parcouru les grandes villes américaines. Washington, New York, Atlanta, tout cela, en train de changer avec mes compatriotes, mais aussi en train de faire du lobbying auprès de certains sénateurs, certaines personnalités qu'on pouvait rencontrer. Tout cela pour dire que la crise qui s'est passée dans notre pays en 2010-2011, c'était un gros montage d'un certain Nicolas Sarkozy qui voulait satisfaire des
des relations personnelles avec M. Ouattara. Tout ça, on l'a fait. Et puis, finalement, il a été acquitté. Et puis, finalement, il est toujours bloqué. Donc là, si aujourd'hui, la CPI veut en finir, se prononcer définitivement, il faut y aller. Bon, maintenant, c'est une décision qui va tomber. Mais en même temps, moi, je reste toujours positif. Et c'est ce que je veux partager avec les Ivoiriens. Je pense que dans tous les cas de figure, celui qui a prononcé l'acquittement, ce n'est pas un idiot. C'est un grand juge italien, le juge Cuno Fischer, qui a vu le dossier de fond en comble et qui a pris ses responsabilités devant l'histoire. Il n'était pas seul d'ailleurs. Ils étaient deux contre une troisième. Très bien. Aujourd'hui, la procureure veut remettre cela en cause, mais le dossier lui-même, il est un non-sens. Et puis ce que demande la procureure est impensable. Que de dire d'annuler tout le procès pour repenser tout à zéro. Il faut être vraiment abruti pour penser cela. Mais en même temps, tant qu'on sait que c'était un procès politique, il ne faut pas l'oublier. Donc, tant qu'on n'a pas la décision finale, il ne faut jamais dire qu'on a gagné la bataille. C'est pour cela que, en toute chose, il faut faire preuve d'humilité et puis aller concentrer dans ce procès-là jusqu'au bout, parce qu'on ne sait jamais ce que, en tout cas, la CPI ou la communauté internationale nous réserve. Alors, en 30 secondes, ce qui veut dire, à l'analyse de vos propos, que vous faites confiance à la justice internationale. En 30 secondes. Oui, je fais confiance à la justice internationale puisque finalement le droit a été dit. Nous avions bataillé pour que le président Laurent Gbagbo et le ministre soient acquittés. Ils ont été acquittés. Ce n'est pas nous qui les avons acquittés. C'est quand même la justice internationale. Ce sont des avocats internationaux que nous ne connaissions pas. On n'avait même pas d'alliés dans ce procès. Même le pays d'où nous sommes issus était venu même combattre contre nous pour ne même pas que le président Laurent Gbagbo aille dans son pays. M. Ouattara l'a fait, il a envoyé ses avocats là-bas. Donc on avait que Dieu, et surtout les avocats ont fait leur travail, mais il y a le divin qui a la main sur la justice et la vérité, la vraie, dans notre pays. Donc oui, j'ai fait confiance, mais en même temps, je veux dire, ce n'est pas encore gagné d'avance parce que ces gens-là, tant que vous n'êtes pas tout à fait libérés de leurs griffes, tout est encore possible. Et donc, il faut toujours se méfier, il faut rester concentré. C'est pour ça qu'il faut éviter les distractions qui nous dispersent inutilement. D'accord. Alors, un autre sujet cristallise l'actualité ces derniers jours. Il s'agit donc de l'ascension, depuis le 8 mars en tout cas, de l'ascension du ministre des Affaires présidentielles, Tene Birahima Ouattara, qui jusqu'à présent occupait un seul portefeuille ministériel et qui, depuis le 8 mars, cumule son poste avec celui de ministre de la Défense. Alors, beaucoup de spéculations se font autour de cette nomination. Certains y voient une tentative de son frère aîné, Alassane Ouattara, de le positionner comme un héritier potentiel. Quelle est votre lecture, justement, de l'affaire Tene Birahima? Écoutez, moi, écoutez, avec M. Ouattara, on aura tout vu. Il y avait déjà tellement de désolation dans sa gouvernance. Mais là aussi, de façon aussi flagrante, ce népotisme, cette gabégie, cet autoritarisme, ce tribalisme, c'est trop grossier. Et puis, excusez-moi, mais c'est dégoûtant. Parce que déjà, quand il nommait son frère, son jeune frère, sa photocopie, ministre des Affaires présidentielles, chargé même du budget de la présidence de la République, un budget de plusieurs centaines de milliards qu'on devrait dépenser sans justificatif, c'est ahurissant. Cela veut dire qu'on a des dizaines, des centaines de milliards qui vont être dépensés comme cela par un clan. Puisque le président, c'est son frère qui est le ministre des Affaires présidentielles et son épouse. Et donc, tout ça, c'était vraiment, j'allais dire, une prise en otage d'un point de vue économique. Mais de là, aujourd'hui, le bombardé ministre de la Défense, mais cela met à nu tout ce que les gens disaient. Parce que nous autres, vous savez, en tant que militants des droits de l'homme, nous sommes prudents. On entend beaucoup de choses, mais on ne se hasarde pas là-dessus tant que nous n'avons pas des éléments concrets et matériels. On disait tantôt qu'il entretenait les milices qui assassinent, qui agissent, qui enlèvent les gens, les encaboulés et tout cela. Mais aujourd'hui, le bombardé ministre de la Défense, cela veut dire que nos militaires même sont en danger. Cela veut dire que nos gendarmes sont en danger. Mais cela veut dire que les Ivoiriens même sont en danger.
Parce qu'on a beau dire, ce qu'on veut dire, les Ouattara, c'est quand même des fils adoptés par la Côte d'Ivoire. Les gens n'aiment pas qu'on le dise parce qu'ils disent que oui, le fait de le dire, c'est être xénophobe, tout ça. Mais attendez, dans le monde entier, c'est connu. Quand vous êtes naturalisé, on sait, moi je vais par exemple en France, vous êtes un bon nègre, vous êtes français, le monsieur va vous dire, mais vous êtes français d'où? Il va vous dire, mais vous venez d'où? Donc le fait de dire, de mentionner son origine, ce n'est pas un crime en soi. Mais le fait de prendre la présidence, et puis en fait de passer maintenant son petit frère, ministre de la Défense, c'est les Ivoiriens qui doivent avoir peur. C'est nous autres qui n'avons pas un autre pays qui devrions avoir peur. Et moi, c'est l'inquiétude que j'ai. Parce que je me dis, j'aime bien le brassage culturel, j'aime bien qu'on soit un dans le pays, mais la façon dont notre pays est géré depuis que M. Ouattara est à la tête du pays, c'est inquiétant. Et là, aujourd'hui, déjà même, il a fait la grosse insulte. Il a dit que Bon Coulibaly est mort, il n'y a aucun Ivoirien capable dans son parti RHDP digne de prendre la succession pour être un candidat. C'est pour cela que lui, il a fait l'ultime sacrifice. L'homme au don de soi. Tout ça, c'est ridicule. Et c'est dedans que nous baignons. Bref, pour répondre clairement à votre question, c'est que les Ivoiriens doivent être très, très, très vigilants parce que tout ce qui se raconte, finalement, est en train de se jouer. Et je pense que si nous voulons sauver notre pays, en tout cas, moi, je parle en tant que patriote, chaque fois que je fais une sortie et que vous voyez le drapeau qui est là, c'est le symbole. C'est avec ça que nous vivons. Parce que nous sommes dans les pays des gens, en Europe, aux États-Unis, mais on n'est pas chez nous. En voyant ce drapeau orange blanc vert, notre cœur bat au rythme de notre nation. Et on ne peut pas accepter que nous, fils de la Côte d'Ivoire, nous soyons expulsés de notre pays, en exil, et que d'autres meurent au Ghana, au Bénin, au Togo, et que quelqu'un que Oufouette nous a amené, qui a été adopté dans notre pays, fasse la loi, et qu'il interdise même un président de la République, un ancien président de la République, fils de la nation, de rentrer dans son propre pays. Je pense que ce dernier parole d'honneur ne passera pas. Et ça, vraiment, si M. Ouattara veut nous faire cette grosse insulte, eh bien là, c'est lui qui aura cherché. Et j'ai dit. On va terminer donc avec cette polémique à laquelle on assiste depuis quelques jours sur les réseaux sociaux entre le directeur de publication de Jeune Afrique, Marwan Ben Yahmed, et l'avatar, le célébrissime avatar Chris Yapie. Alors là, on a tous suivi qu'au lendemain de l'évacuation, le 18 février, du chef du gouvernement Ahmed Bakayoko, Marwan Ben Yahmed était sorti pour contredire Chris Yapie et avait affirmé que son ami, le chef du gouvernement, était juste allé en France pour un repos médical. Alors là, quelques semaines plus tard, on se rend tous compte que Ahmed Bakayoko était gravement atteint. Il était atteint du foie, ce que Chris Yapie avait dit et que tout le monde avait entendu finalement. Alors là, la polémique, elle a ressurgi parce que là, Ben Yahmed ressort pour tenter justement de rebondir sur l'affaire Nestor du nom du majordome de l'ancien Premier ministre et pour dire qu'en effet, il n'est aucunement malade et qu'il s'est juste éloigné quelque peu du fait du coup qu'il a pris avec le décès de son patron. Comment est-ce que vous appréciez justement ces joutes qui se jouent sur la Qui a trahi, trahira. M. Ben Yahmed s'est discrédité. Et en même temps qu'il s'est discrédité personnellement, il a discrédité davantage Jeune Afrique. On savait depuis longtemps que Jeune Afrique avait perdu tout son crédit. Parce que finalement, quand on entend ici et là que M. Ouattara, les Ouattara même sont actionnaires à Jeune Afrique, quelle crédibilité, quelle objectivité pouvez-vous avoir pour critiquer un Ouattara impliqué dans une affaire? Donc, je pense qu'ils ont voulu utiliser la Jeune Afrique pour essayer de polir leur image, mais au contraire, ils se sont enfoncés. Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour cela que moi, à vos confrères d'Afrique Média, j'avais déjà dit que je suis obligé de croire en la thèse de l'empoisonnement. Parce que j'ai l'impression que tous ces micmacs-là, c'est pour camoufler l'empoisonnement. Et la présidence de Côte d'Ivoire, M. Ouattara, m'a fait sourire. Parce qu'eux, ils pensaient que le fait de dire qu'il est décédé d'un cancer, ça calmait tout, ça effaçait tout. Non. Un cancer, qu'est-ce qui a provoqué le cancer? Surtout qu'il a été foudroyant
dans les quelques heures, dans quelques jours. Et ce qui est aberrant, quand vous parlez comme ça, on dit non, vous êtes comme Ouattara. Non, on est dans un état on est dans un monde, j'allais dire, un monde globalisé. Et puis un monde moderne. Il n'y a pas un crime à demander, ce monsieur est mort, il est mort de quoi? Et puis ce n'est pas n'importe qui. Il était quand même dans la haute sphère d'un État. Il est malade, on dit non, il allait se reposer. Et puis après, on découvre qu'en réalité, il était malade. Et puis au moment où on se rend compte qu'il est malade, il est déjà en phase terminale. Et puis après, on entend ici et là qu'il y aurait des empoisonnements. Mais attendez, la moindre des choses, c'est de clarifier la situation. Alors finalement, pour vous, l'État ne joue pas son rôle en matière de communication. L'État n'est pas suffisamment transparent dans la communication sur les grands dossiers de la République. Mais une communication qui est plus médiocre, sur tout le continent, même peut-être dans le monde. Ils avaient fait la même chose avec M. Gon Coulibaly. Et ça se répète aujourd'hui encore avec Ahmed Bakayoko. Vous avez l'impression que finalement, l'avatar Chris Yapi est en train de prendre de l'ascendant sur la communication officielle? Mais vous savez, la nature a horreur du vide. Quand l'État refuse de communiquer, les gens vont à l'information et ils se créent leurs informations. Et c'est comme cela qu'on a vu cette grosse rumeur autour de M. Ahmed Bakayoko a été assassiné, mais plus de 3 à 4 fois. Il a été assassiné par une fausse communication, une mauvaise communication. Il eût été très simple. Lui-même, quand il avait contracté la COVID-19, il a dit. Et puis après, il est allé se mettre un peu en retrait. Et puis après, il s'est passé. Quand vous communiquez, les adversaires n'ont plus rien à dire. Donc, on l'assassine avec une mauvaise communication. 2, on l'assassine. Le jour de son anniversaire, c'est là qu'on nomme 2 intérimaires. L'un à la primature, l'autre à la défense. 3, pendant qu'il était encore en train de mourir, c'est là qu'on sort les tonnes de drogue. Alors qu'on sait très bien que dans le pays, il était déjà impliqué dans une affaire de drogue pour laquelle même il était en train de porter plainte. Même quand vous êtes malade et que dans votre dos, on vous révèle un tel scandale dans lequel votre nom était déjà cité, ça peut vous assassiner 2 fois, 3 fois. Pour ma part, je n'exclus pas la thèse de l'empoisonnement parce que M. Ouattara nous a dit qu'en dehors de lui, il n'y a personne au RHDP. Donc les gens se battent pour lui succéder. Mais Dieu fasse que nous puissions sauver notre pays. Et moi, j'y crois. Merci bien, Bouga Sako Gervais. Je rappelle que vous étiez donc notre invité encore pour ce soir. Et nous décryptions ensemble donc l'actualité politique en Côte d'Ivoire de ces derniers mois. Plusieurs sujets ont donc été abordés, notamment la question des législatives et la participation de l'opposition, dont vous êtes l'une des figures, et également l'ascension du ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara. On a aussi évoqué la polémique qui en fait autour des interventions du directeur de publication de Jeune Afrique dans l'actualité ivoirienne relativement à l'état de santé du majordome du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Merci d'avoir été là. Et merci également à tous ceux qui nous ont suivis. On va se dire au revoir et puis certainement, on espère en tout cas se retrouver très bientôt pour d'autres analyses de l'actualité en Côte d'Ivoire. Merci à vous. C'est bon. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.